Donc on vient de voir le bilan de particules et la démonstration de l'équation de diffusion en 3 dimensions pour un problème à symétrie cylindrique. Et donc là, on va s'intéresser exactement à la même chose, mais pour un problème à symétrie sphérique. Donc en dehors de la symétrie cartésienne, c'est vraiment les deux grandes symétries que vous devez connaître. Alors, dans le cadre du programme, vous devez connaître la généralisation à 3 dimensions donc de l'équation de diffusion qu'on a démontrée à une dimension en remplaçant donc le d de n sur dx2 simplement par le Laplacien. Et donc, une des méthodes pour écrire l'équation de diffusion dans une autre géométrie, comme en cylindrique ou en sphérique, c'est simplement qu'on vous parachute l'expression du Laplacien. Donc là, j'ai écrit le Laplacien en coordonnées sphériques pour un problème à symétrie sphérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème à symétrie sphérique? C'est un peu l'analogue du problème à symétrie cylindrique. Seulement, attention, maintenant, n ne dépend que de r et de t, mais le r, ce n'est pas le même r que les coordonnées cylindriques. Il y a toujours cette petite difficulté. Quand vous prenez un point m dans l'espace, le r des coordonnées sphériques, c'est la distance à l'origine. Donc, imaginez un peu une boule qui émet des neutrons dans tout l'espace, donc de façon radiale, de façon isotrope. On aurait une densité particulière qui dépend de R et éventuellement du temps si on n'est pas en régime permanent. Et la densité particulière de neutrons dans tout l'espace est régie par cette équation de diffusion. Donc déjà, la première étape avant de la résoudre, c'est de l'établir. Donc voilà, il y a une première méthode qui est parachutage du Laplacien. La deuxième méthode, c'est comme en cylindrique, c'est de redémontrer cette équation par un bilan de particules comme on a appris à le faire. Toujours le même raisonnement. Bilan temporel et bilan spatial. Donc la méthode, et il faut l'expliquer à chaque fois, donc le bilan de particules, c'est la deuxième méthode. Alors je ne réécris pas la petite phrase magique, mais c'est « je calcule de deux façons différentes la variation du nombre de particules diffusantes dans un volume d'étau judicieusement choisi pendant un intervalle de temps dt, c'est-à-dire entre t et t plus dt ». Donc la difficulté, ça va être de choisir le volume d'étau. Alors comment est-ce qu'on va choisir le volume d'étau? Exactement avec les mêmes critères qu'on avait choisi la tranche entre x et x plus dx quand on était avec une diffusion unidirectionnelle en cartésien, exactement comme on a choisi aussi le volume en coordonnées cylindriques. Alors est-ce que quelqu'un peut deviner comment on va choisir le volume? Oui, le volume d'une boule de rayon R plus dr moins le volume d'une boule de rayon R. Donc le volume compris entre la boule de rayon R et la boule de rayon R plus dr, ce qui revient au même. Oui, c'est la bonne idée. Alors pourquoi? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est parce qu'il faut que la densité volumique de particules diffusantes puisse être considérée comme uniforme dans ce volume. Donc comme elle dépend de R, il faut être à R fixé à dr près. D'accord? Donc voilà pourquoi ce volume. Donc, allez, on fait un petit dessin. Donc on a la sphère de rayon R1 qui émet les neutrons dans tout l'espace comme ça. Et nous, donc, on va travailler le volume d'étau. J'espère que vous avez un minimum de vision dans l'espace. Mais ce n'est pas difficile. C'est une coquille sphérique, une peau d'orange, comprise entre R et R plus dr. Donc ici, l'intervalle entre les deux. Alors le dessin, évidemment, ça ressemble un petit peu au cylindrique, mais ce n'est pas la même chose. On est dans un problème à symétrie sphérique. C'est la croûte de la balle de tennis, si vous préférez. Bon, alors, il faut faire le bilan de particules. Donc, on se laisse guider par notre petit canevas de résolution. On coupe le problème en tranches de saucisson, et chaque tranche de saucisson, on sait ce que c'est. Alors, bilan temporel. On commence à avoir l'habitude. Je compte le nombre de molécules diffusantes contenues dans le volume d'étau à l'instant t. Donc je multiplie la densité volumique par le volume d'étau. Donc la seule difficulté, c'est quelle est la valeur du volume d'étau. J'ai gardé en poche mes ciseaux. Alors c'est moins facile en sphérique, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écraser une peau de mandarine sur la table, mais généralement ça résiste un peu. Mais l'idée est quand même la même. C'est que vous prenez les ciseaux, vous découpez et vous étalez, vous appuyez. Alors qu'est-ce que ça va faire? C'est quand même le même raisonnement.
La surface, alors attention là, il faut connaître absolument les surfaces élémentaires des cylindres, des disques, des sphères, il ne faut pas tout mélanger, hein, parce que là sinon vous êtes cuit. Donc la surface de la sphère intérieure, c'est quoi? La surface d'une sphère, 4 pi r carré, surface d'un disque, pi r carré, périmètre d'un cercle, 2 pi r. Je dis des choses, j'ai honte de les dire, mais je vous assure qu'il faut à tout prix ne pas vous tromper, vous n'avez pas le droit, c'est honteux. Hein. Donc d tau, ça fait 4 pi r carré, et puis on va multiplier par l'épaisseur ici entre r et r plus dr, tout simplement. Donc c'est comme ça que vous pouvez le faire. C'est sûr qu'on pourrait faire 4 tiers. Alors le volume, c'est quoi le volume d'une boule? 4 tiers de pi r cube. On pourrait faire 4 tiers de pi r plus dr au cube, pour reprendre l'idée de Maximilien, moins 4 tiers de pi r cube, et se limiter au terme d'ordre 1, il faudrait développer r plus dr au cube. Vous voyez, c'est beaucoup plus lourd, et enlever tous les termes d'ordre 2 et d'ordre 3. Hein, donc il vaut beaucoup mieux garder ces ciseaux en poche. Donc n de r et de t, 4 pi r carré dr. Donc ça, il faut à tout prix savoir retrouver ça et avoir compris que c'est la surface de la sphère intérieure multipliée par l'épaisseur de la coquille. C'est le même raisonnement qu'en cylindrique. Vous voyez, hein, on avait pris la surface intérieure et on avait multiplié par l'épaisseur. Mais bon, là, c'est en sphérique. C'est la seule difficulté, c'est ce petit volume. Hein. Donc, à t plus dt, on compte les particules diffusantes qui sont contenues toujours dans le même volume. Donc, on aura t plus dt fois d tau. Facile. Je suis sûr que vous avez tout compris du premier coup. Voilà. Et on fait la soustraction. Donc, la variation du nombre... moi, je n'écris pas de phrase au tableau, hein, mais il faudrait au moins écrire quelques expressions clés. Donc là, on calcule par le bilan temporel la variation du nombre de molécules diffusantes pendant des taux, pendant dt, donc dans des taux. Hein, donc, je fais ce que j'ai à t plus dt moins ce que j'ai à l'instant t. C'est très répétitif, mais au moins, ça a le mérite qu'on sait où on va. Donc, ça fait... Alors, quand je vais faire la soustraction, donc on va voir apparaître la dérivée par rapport au temps fois dt fois 4 pi r carré dr. Bilan temporel terminé. Bilan spatial. Tiens, j'ai envie de rajouter des petites choses dont je n'ai pas encore parlé. Des termes de production ou de disparition de particules diffusantes dans ce volume. Alors, je vais définir sigma p, le nombre de molécules diffusantes ou de particules diffusantes produites par unité de volume et de temps dans l'espace. Alors ce sigma p, je le considère comme constant et uniforme. Vous savez que des fois, constant, on l'utilise par abus de langage pour uniforme. Uniforme, c'est dans l'espace, constant, c'est dans le temps. Hein, parfois, pour un truc qui est uniforme dans l'espace, on dit c'est constant, on se comprend, mais il vaut mieux distinguer les deux, surtout quand un problème peut dépendre à la fois du temps et de l'espace. D'accord? Donc sigma p, je le considère à la fois comme constant, ça veut dire dans le temps, et comme uniforme dans l'espace. Voyez? Donc j'imagine que d'une manière ou d'une autre, il existe au sein du milieu dans lequel je suis des termes qui produisent des particules diffusantes. Comme j'ai dit, ça pourrait être par une réaction. Alors si c'était une réaction en chaîne, un sigma p uniforme n'est pas très adapté, parce qu'il vaudrait mieux prendre un sigma p qui serait lui-même proportionnel à n. Vous voyez, parce que ça voudrait dire qu'un neutron produit 50 neutrons par réaction en chaîne, donc ça voudrait dire que le nombre de neutrons produits est déjà proportionnel au nombre de neutrons qui sont présents. Mais là, je prends un sigma p qui est uniforme. Bon, voilà, il y a différentes modélisations dans les exercices, vous verrez ça, on en fera d'autres. Donc, sigma p, et puis je considère un sigma d, un sigma disparition. Donc, c'est le nombre de molécules diffusantes qui disparaissent, donc absorbées, on pourrait appeler ça aussi un terme d'annihilation ou d'absorption, donc par unité de volume et de temps. Alors regardez l'unité, parce que c'est très important de faire de l'analyse dimensionnelle sur ce genre de choses. Quand on vous définit ce genre de truc, bon, normalement on va vous donner l'unité, mais pas forcément.
Donc, un nombre de molécules diffusant produit ou absorbé par unité de volume et de temps, c'est en quoi? Nombre de molécules, c'est en rien. Hein, c'est pas en mol. On pourrait travailler avec des grandeurs molaires, hein, mais en physique, on a plutôt l'habitude de travailler avec des grandeurs particulières. Donc, c'est en mètres moins 3, secondes moins 1. Et c'est important de vous aider de l'analyse dimensionnelle, vous verrez, dans ce genre de raisonnement. Donc, je rajoute ça pour le bilan spatial. C'est pour rajouter un peu des choses nouvelles, parce qu'on commence déjà bien à voir comment ça s'organise. Donc, le bilan spatial, il nous dit pourquoi est-ce que ce nombre de molécules a varié. Et oui, c'est vrai que je n'ai pas trop insisté sur les notations. Vous avez remarqué que des fois, je mets des 2, des fois, j'en mets pas. Vous avez remarqué ça? C'est pas, comment dire, c'est pas innocent. Hein. Les notations sont rarement innocentes. Regardez un petit peu pourquoi des fois, je mets des 2, des fois, j'en mets pas. Là, par exemple, j'en mets pas des 2. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un infiniment petit d'ordre 1. Vous savez que c'est important dans les équations de bien avoir des deux membres du signe égal, des infiniment petits du même ordre. Et ça, c'est un infiniment petit d'ordre 1. Vous voyez que c'est proportionnel à dr. Alors surtout, ce qui est grave, ce n'est pas tellement d'oublier les petits 2 ou quoi, mais c'est quand vous faites des bilans, d'avoir un truc élémentaire d'un côté et un truc qui n'est pas élémentaire de l'autre. Ça, par contre, c'est vraiment, faut pas faire ça. Hein, mais les histoires des 2, ça, c'est un petit peu plus subtil. Je sais qu'en fait, en faisant cette soustraction, regardez, j'ai du dt et j'ai du dr. Donc, c'est entre guillemets un infiniment petit d'ordre 2. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, on n'est pas obligé hein, de mettre les 2 là. Si vous ne les mettez pas, franchement, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser le fait qu'il y a un D parce que c'est quelque chose qui est élémentaire. Ça, c'est important. Alors, pourquoi ce nombre a-t-il varié? Eh bien, c'est parce qu'il y a des molécules qui sont entrées en petit r. Donc, ça, c'est le flux entrant pendant dt. Il y en a d'autres qui sont sortis en R plus dr pendant dt. Ça, c'est, je dirais, les termes qu'on avait jusqu'à présent l'habitude d'avoir. Et maintenant, regardez, il faut que je rajoute des termes supplémentaires. Un terme de production, un terme de disparition, d'annihilation ou d'absorption, c'est pareil. Donc, il faut raisonner sur le signe. Je vais compter positivement ce qui contribue à une augmentation du nombre de particules. C'est un peu un bilan sur un système ouvert, ça. Vous voyez, dans le chapitre sur la thermo, on a appris à faire des bilans sur les systèmes fermés. Donc, un bilan sur un système fermé, on ferme le système, mais ici, on ne ferme pas le système. On fait un bilan. Ça, c'est les deux grandes catégories de bilans que vous allez voir cette année. C'est important de voir ça, que là, on est en train de faire un bilan sur un système ouvert. Hein. Donc le volume de contrôle, si on utilise le langage de la mécanique des fluides, le volume de contrôle, la surface fermée de contrôle, elle est constituée par ces deux surfaces qui englobent les sphères. Et ça, c'est un système ouvert. Donc, je dois rajouter, allez, avant peut-être de donner leur expression, je vais écrire ça comme ça. On va avoir un dn produit, créé, et puis moins un dn absorbé ou détruit. Voilà. Alors, parfois, je vous dis ça par expérience, quand on introduit ce genre de termes-là, il y a des gens qui se posent des questions pour savoir s'ils doivent en tenir compte dans le bilan temporel ou dans le bilan spatial. Regardez où j'en ai tenu compte de ces termes supplémentaires. J'en ai tenu compte non pas dans le bilan temporel, mais dans le bilan spatial. Il faudrait que vous compreniez pourquoi profondément. Parce que le bilan temporel, qu'est-ce que c'est? C'est un comptage. Vous voyez, je compte à l'instant T le nombre de molécules diffusantes. Je repense toujours à cet exemple des étudiants dans la pièce, quand on a fait la démonstration, mais c'est exactement ça. Vous comptez à l'instant T le nombre qu'il y a. Vous comptez à l'instant T plus dt le nombre de particules qu'il y a dans le volume. Et après, vous vous posez la question, mais pourquoi ça a varié? Donc, sachez que tous ces termes supplémentaires, ils apparaîtront toujours dans le bilan spatial. Vous n'avez pas de questions à vous poser à ce niveau-là. C'est tout à fait logique. Alors, dn entrant, c'est phi entrant en R et T fois dt. On utilise la définition du flux. Donc là, on va retomber évidemment sur les termes habituels qu'on connaît. Si on n'est pas en régime permanent, ce flux peut éventuellement dépendre du temps. Pour les termes de production et de destruction, aidez-vous des définitions, aidez-vous des dimensions. Je voudrais connaître le nombre de particules produites
dans le volume des taux, parce que je raisonne, il y a deux choses qui sont élémentaires dans les volumes, hein, dans les bilans, ça aussi il faut bien le voir. Il y a le volume dans lequel je raisonne et l'intervalle de temps dans lequel je raisonne. Donc, dans des taux, pendant dt. Donc, il faut que je multiplie sigma à la fois par le volume des taux et aussi par l'intervalle de temps dt. Et je compte positivement les termes qui contribuent à une augmentation et négativement, donc je prends sous-entendu des sigma positifs tous les deux, des taux et dt. Est-ce que ça va? Vous voyez, vous faites étape par étape, vous vous laissez guider par le calcul et vous faites un beau bilan et c'est beau. Alors, le flux entrant, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est l'intégrale de JDS en R. Alors attention, vous intégrez sur quoi là ce flux? Tout le monde voit en 3D un minimum, j'espère? Vous intégrez sur la sphère de rayon petit r. Moins le flux sortant. Là, vous intégrez sur la sphère. Alors, on ne met pas toujours 2R et 2T, hein, on est un peu feignant. Mais c'est sous-entendu. Oui, Guillaume? Par dt, on le fera après, je le mets en facteur. Oui. Voilà, fois dt. Et maintenant, sigma p. Alors, le volume des taux, donc on le recopie. Allez, je vais le mettre directement en facteur. Donc, sigma p moins sigma d, 4pi, r carré, dr et dt. Donc, voilà le bilan. Allez, j'ai envie d'un peu d'abréger les phases avec les produits scalaires et tout ça. Je vais y aller directement. Donc, on va avoir J bar de R et de T. Et on va multiplier par la surface intérieure de la sphère. Donc, la surface intérieure de la sphère, c'est 4pi R carré. Donc, moins J bar de R plus dr et de T. 4pi R plus dr au carré. Alors, surtout, n'oubliez pas les carrés, là. Donc, le tout fois dt. Et donc, plus sigma p moins sigma d, 4pi r carré, dr dt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, d'après vous? Qu'est-ce qu'on ne va pas faire? C'est uniquement regrouper les termes en J, par exemple, ou surtout ne pas développer le carré, là. Oui, ça, ce serait une grosse erreur. Mais on va considérer globalement la fonction. On prend le lasso. Ça vaut le coup, hein. Parce que je vous assure que, voilà, il y en a, ils sont arrivés là, et ils ne sont jamais arrivés plus loin. Pourquoi? Parce que ils ont fait exploser les carrés, ils ont tout fait exploser, et après ils ont eu des expressions comme ça, et ils étaient contents d'eux. Mais en fait, c'était horrible et c'était ingérable. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut considérer globalement la fonction r carré, rester groupir, j de r et de t. Et vous avez sa valeur en r, et vous avez sa valeur en r plus dr. Donc ça fait quoi ça? Ça fait 4pi que je mets en facteur, moins, parce que c'est la valeur en r moins la valeur en r plus dr, d sur dr de r carré, j. On ne met pas toujours que c'est des valeurs algébriques, hein, mais en fait, ce sont des mesures algébriques en projection sur l'axe ER, en toute rigueur. Ce n'est pas des normes de J, hein, même si des fois on ne le met pas. Fois dr fois dt. Alors, hein, là, vous y penserez à ça? De toute façon, si vous n'y pensez pas, vous allez vous lancer dans un truc, vous n'allez pas y arriver, et là, vous allez vous dire « Ah ouais, j'aurais dû rester groupir », vous allez revenir en arrière et vous allez le faire. Ou alors, vous allez vous arrêter là, mais non. Allez, on a cette expression-là. Alors, on a des nouveaux termes. Hein. Ça, c'est nouveau. Nouveauté. J'aurais pu les rajouter hein, dans les bilans avant, mais voilà, nouveauté. Alors, le membre de gauche, qu'est-ce que c'est le membre de gauche? Allez, je recolle les morceaux avec le bilan. Hein, il suffit maintenant que j'écrive le bilan temporel, donc dn sur dt, dt, dr, 4pi r carré. Hein, donc là, c'était
J'ai simplement recopié 4 pi r carré dr. Oui, je l'ai mis le dr. Voilà, le bilan ici. Alors, il y a certainement des choses qui se simplifient, mais enfin, il ne faut pas non plus qu'on prenne nos désirs pour des réalités. Il faut qu'on se laisse guider par le calcul. Donc, qu'est-ce qui se simplifie? 4pi. Si vous avez bien compris les bilans en diffusion de particules, on pourra aller beaucoup plus vite sur les bilans en diffusion thermique parce que c'est exactement les mêmes. Il n'y aura que les notations qui changeront. Donc là, on détaille bien, mais on ira un peu plus vite sur les bilans thermiques. D'accord? Donc, attention, le R carré là ne se simplifie pas. Et oui, c'est lui qui va nous aider à fabriquer le Laplacien. Hein, on l'a un petit peu vu tout à l'heure. Bon, donc, on va donc tout réécrire. Alors, il nous faut la loi de Fick. Bon, moi j'écris Fick, hein, mais non, loi de Fick. Il ne faut pas écrire comme ça, Fick. Un peu de respect. Alors, J égale moins D gradient N. On rappelle la signification de la loi de Fick. À chaque fois, on va vous poser les mêmes questions. C'est tombé à peu près 3500 fois. Hein. À chaque fois, on va vous dire que signifie la loi de Fick. Donc, à chaque fois, vous baratinez la même chose. Le courant de diffusion est dirigé des zones concentrées vers les zones moins concentrées à cause du signe moins, parce que le gradient, lui, est dirigé des zones moins concentrées vers les zones les plus concentrées. Il est d'autant plus grand que les inhomogénéités sont intenses dans l'espace. C'est une loi phénoménologique. Hein, ça veut dire qu'en fait, elle est validée par les conséquences qu'on en tire. Elle peut d'ailleurs être mise en défaut si vraiment les inhomogénéités sont trop intenses dans une zone de l'espace. Est-ce que vous connaissez le gradient en coordonnées sphériques? Ça, c'est peut-être un peu exagéré, mais on va en profiter pour le réécrire. Bon, sachez que pour vous, il n'y aura toujours qu'un seul terme. Mais enfin, bon, allez, on va l'écrire. Alors attention, vous êtes dans la base, parce que là aussi, il faut comprendre ce qu'on fait. On est dans la base des coordonnées sphériques. Vous vous souvenez la base des coordonnées sphériques? Allez, je la rappelle parce que ce n'est pas toujours évident. Donc on prend un point M, l'angle θ c'est ça, l'angle phi c'est ça, donc θ varie entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, r c'est la distance à l'origine, c'est surtout ça qui est important, c'est r. Hein, et donc la base locale, c'est, allez ça fait pas de mal parce que c'est pas évident les sphériques. Donc E phi comme ça. D'accord? Mais nous, on sait que le seul point important, ça va être le premier terme. Et donc ça s'écrit formellement comme en cylindrique. Mais attention, hein, ça n'a pas la même signification, encore une fois, parce que le vecteur ER, c'est pas le même. Et le petit r, c'est pas le même. Hein? Le vecteur ER, c'est pas le même non plus, hein, parce que le R en cylindrique, c'est quoi? Vous projetez orthogonalement le point M sur l'axe. Là, vous ne faites pas ça, vous prenez le vecteur unitaire de O vers M. Hein, donc, faites bien gaffe à ça. Voilà. Donc, ça, c'est la loi de Fick. Donc, truc habituel, on va prendre ça et on va le réinjecter là-haut. Donc, ça va faire D sur dt. Le 1 sur R carré, je le fais passer de l'autre côté. Le moins, ça va se simplifier. Le D, je le sors de la dérivation. Et donc, je vais évidemment reconstituer le Laplacien dn sur dr, donc plus sigma p moins sigma d, hein, et j'ai simplifié, donc j'ai divisé par r carré. Donc, voilà l'équation. Alors, évidemment, j'ai des termes supplémentaires que je n'avais pas en coordonnées cartésiennes, puisque j'ai rajouté ces deux termes de production et de disparition. Mais ça, c'est très fréquent dans les exercices. Hein, donc c'est bien de l'avoir vu aussi, puis c'était pour faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Tiens, j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin dans la résolution que ce que j'ai fait en cylindrique. Donc on pourrait se dire, allez, comment résoudre cette équation? Elle fait peur quand on la voit comme ça. On se dit, oulala, comment je vais résoudre ça? Je voudrais vous montrer déjà comment on peut la résoudre en régime permanent. Hein, donc les solutions les plus évidentes de ce type d'équation, c'est ce qui se passe en régime permanent. Donc, quand on vous dit qu'on est en régime permanent, cela signifie que n, qui a priori dépendait de r et de t, ne dépend que de r et pas de t. Donc, comment ça va se manifester? Ça, c'est que la dérivée partielle par rapport au temps est égale à 0. Donc, voilà l'équation. Oui, je voudrais vous montrer ça parce que là aussi, il y a des erreurs à ne pas commettre, des petites choses techniques, mais qu'il est important de savoir. Regardez un petit peu. Comment je peux réécrire l'équation?
Donc j'aurai D sur R carré. Mettez toujours une dérivée droite quand vous avez une grandeur qui dépend que d'une seule variable. Hein. Comme ça, on y voit plus clair. N, là, il pouvait dépendre de R et de T. Il ne dépend plus de T, donc il dépend que de R. Et donc ça va faire sigma D moins sigma P. Je le passe de l'autre côté du signe égal. Alors surtout, pourquoi est-ce que je vous fais cette petite résolution? C'est le même esprit que ce qu'on a raconté pour les bilans. Il y a surtout un truc à ne pas faire. Hein, et là aussi, il y en a qui l'ont fait. Et ils s'en sont jamais sortis. Vous savez ce qui est tentant de faire là? On se dit, moi c'est lui que je veux. Alors, je vais faire exploser cette dérivée. C'est logique, on se dit, enfin quelque part c'est logique. Si vous faites ça, vous dérivez ça comme un produit de fonction, c'est pas que ce que vous fassiez faux, soit faux, c'est juste, mais vous allez aboutir à une équation différentielle non linéaire. Hein, vous n'avez qu'à le faire, essayez de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, les coefficients vont dépendre de la variable d'intégration qui est R. Et conclusion, c'est une équation que vous ne saurez pas résoudre d'ordre 2, elle sera non linéaire. Donc vous n'y arriverez pas, tout simplement. Alors, la technique, c'est quoi? C'est surtout ne faites pas exploser ce genre de dérivés. Restez groupir. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que isoler la dérivée, en fait. Gardez la fonction R carré dn sur dr. Et faites passer tout le reste de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, vous intégrez par rapport à R. Mais vous intégrez cette fonction-là. Donc vous dites que R carré dn sur dr, bon là je n'ai pas fixé de conditions limites bien précises, mais vous intégrez ça par rapport à R. Donc ça va vous faire du sigma p moins sigma d sur 3d R cube. Et n'oubliez surtout pas les constantes d'intégration. Ça aussi, ce sont des erreurs fréquentes. Maintenant, oui? Oui, le signe. Merci. Sigma d moins sigma p, sigma d moins sigma p. Alors, n'oubliez surtout pas les constantes d'intégration. Maintenant que vous êtes là, ce que vous ne pouviez pas faire tout à l'heure, maintenant, regardez, vous pouvez isoler dn sur dr. Donc, vous divisez par r carré. Alors, ce sont des petites choses techniques, mais qu'il faut avoir vues, parce que sinon, je vous dis par expérience, si vous faites exploser la dérivée dès le début, vous n'y arriverez pas. Donc, je divise par r carré, et puis là, j'ai du k sur r carré, pardon, k sur r carré. Alors, là aussi, il va vous arriver différents types de situations. Bon, ici, j'ai dit qu'on était parti au départ d'une sphère de rayon R1 qui émettait des neutrons dans tout l'espace. Et dans cet espace, voilà, j'avais imaginé qu'il y avait un terme de production, un terme de disparition de neutrons. Mais je voudrais placer ça dans un contexte un peu plus général. Parfois, petit r égale 0 fait partie du domaine d'intégration dans lequel vous devez intégrer l'équation de diffusion. Ici, mon équation de diffusion, elle serait vraie pour r plus grand que r1, donc r ne peut pas valoir 0. Si r ne peut pas valoir 0, je n'ai pas de problème avec un terme du type k sur r carré. Mais il faut toujours réfléchir au domaine en fait, d'intégration dans lequel vous raisonnez. Si au contraire r égale 0 fait partie du domaine d'intégration, et ça peut vous arriver, alors ce sera à vous de dire je choisis k égale 0 parce que je ne peux pas avoir de termes qui divergent. En particulier, vous voyez que dn sur dr, il est directement lié au vecteur j par la loi de Fick. Hein, parce que ça fait moins d dn sur dr. Donc, gardez un terme pour lequel dn sur dr divergerait. Ça voudrait dire que j divergerait, ça voudrait dire que le flux divergerait. Ce n'est pas physique. Donc, ça aussi, tout ça, ce sont des choses qui vont vous arriver à un moment donné ou à un autre, en diffusion de particules ou en diffusion thermique. Donc, réfléchissez au domaine d'intégration dans lequel vous êtes. Si vous avez un truc en k sur r carré ou en k sur r, bref, un truc ou en log de r, un truc qui peut diverger quand r tend vers 0, réfléchissez si r fait partie du domaine d'intégration dans lequel vous êtes en train d'intégrer l'équation de diffusion. Ça, c'est très important. Donc ici, je n'ai pas de problème. R est plus grand que R1. R ne peut pas valoir 0. Donc, je peux le garder. Le K sur R carré, je vais le garder. Et je peux réintégrer encore une fois. Et donc, j'aurai N de R qui va être de la forme. Donc, sigma D moins sigma P. R carré sur 6D
moins K sur R plus K'. Ah oui, attention, il faut encore rajouter une constante d'intégration. Et puis attention aussi, hein, intégrer, ce n'est pas dériver. Donc dans ces petits trucs-là, soyez très concentrés. Si j'intègre 1 sur R carré, je l'intègre et je ne le dérive pas. Hein. Enfin, tout ça, c'est des trucs sur lesquels il faut aussi faire gaffe. Donc après, bon, il faudrait qu'on fixe des conditions aux limites. Là, voilà, je vais arrêter là cet exercice un peu improvisé. Mais c'était surtout pour vous montrer cette histoire. Alors ça vous arrivera aussi en cylindrique. Hein. Gardez compact les fonctions ici. Ne faites pas exploser ça. De toute façon, sinon, vous allez obtenir des équations non linéaires et vous allez vous-même vous apercevoir que ça n'est pas intégrable.